Merci Joseph. Alors, je vais juste distribuer, non pas la parole, mais les moyens de l'exécuter. Hop, hop. Bonjour à tous, merci infiniment d'être là pour ce colloque préparé de bout en bout par Joseph Confavreux. Merci évidemment à Patrick Boucheron de son introduction toujours puissante, lucide et intranquille. Alors vous avez compris, à la faveur de ce qui vient d'être raconté, que nous ne sommes pas des agents d'opinion. Nous pouvons, dans un journal, avoir des engagements, mais nous ne sommes pas militants. Nous pouvons aimer et chérir les idées, mais jamais être otages de l'idéologie. Notre métier, ce sont les faits, ce que Hannah Arendt appelait les vérités de fait, ces petits cailloux que nous essayons de mettre bout à bout pour comprendre le monde tel qu'il est, violent, injuste, fabuleusement excitant et porteur d'aubes et de promesses. Et nous avons organisé cette table ronde là, avec 3 journalistes de 3 pays différents pour essayer de comprendre ce qu'est au fond l'artisanat de notre métier. Voilà. Et qu'on appelle parfois le journalisme d'enquête ou le journalisme d'investigation, qui est une expression qu'à titre personnel je récuse. Je ne sais pas ce qu'est l'investigation. Voilà, notre métier consiste à trouver des informations, à les vérifier, à les recouper, à les publier, à les assumer, à les contextualiser, les historiciser si besoin, et puis d'alimenter la conversation publique, c'est-à-dire ce qui fait partie du sel démocratique. Alors je présente les invités. D'abord Anneke Schijn-Hoffo, qui est journaliste, reporter au quotidien NRC Handelsblad, qui est, si je puis dire, le principal quotidien des Pays-Bas. Daphné Gastaldi, dont vous avez déjà vu la signature dans les colonnes de Mediapart, puisqu'elle est cofondatrice et animatrice avec d'autres d'un collectif de journalistes qui s'appelle We Report, qui est un collectif basé à Lyon qui, pour des raisons géographiques, est donc cher à mon cœur, que j'en viens. Et c'est notamment, et on en parlera sûrement, Daphné et ses collègues qui ont été à l'origine de révélations importantes sur le scandale de pédophilie dans l'Église catholique française et surtout surtout des silences qui ont permis de les perpétrer. Et puis Jesús Maraña, bonjour Jesús, qui est espagnol et directeur et fondateur du site Infolibre, qui est partenaire de Mediapart, avec qui nous échangeons, vous le voyez sûrement également sur le site, un certain nombre de contenus. Alors, si je peux me permettre, j'aimerais qu'on commence par le collectif We Report, par non pas du tout l'idée du local, mais que Daphné, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a présidé dans cet univers très particulier qui est celui de la presse et du journalisme dit d'enquête, d'un milieu professionnel dont on voit la précarisation grandissante d'année en année? Comment on essaye, quand on est jeune journaliste, avec l'idée de l'indépendance chevillée au corps, de créer un collectif comme celui-ci, avec quels enjeux et quels objectifs? Bonsoir. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est de l'artisanat. Et quand on est journaliste indépendant, donc pas rattaché à une rédaction en permanence, on le ressent fortement, cet artisanat-là. On ressent une certaine précarité aussi. Et pour lutter contre ça, pour pouvoir faire des sujets à long terme, des sujets de qualité, du journalisme de qualité, on a décidé d'unir nos forces, puisqu'on était une poignée de journalistes à aimer travailler ensemble, à avoir les mêmes envies de faire des sujets de fond, de faire de l'enquête, même si tu n'aimes pas trop cette expression. Et la solution pour nous a été de créer un collectif qui était totalement informel au départ. Et au fur et à mesure, on est fiers, là, au bout de 4 ans d'existence, de pouvoir dire qu'on a mené plusieurs enquêtes. Une enquête en ce moment sur Interpol menée par Mathieu Martiner et Robert Schmitt, qui est aussi dans les colonnes de Mediapart. Et cette longue enquête d'1 an sur l'Église catholique française, on n'aurait jamais pu, en étant isolé, rester 1 an sur cette enquête sur l'Église, par exemple, qui était assez dense et qui nécessitait
différentes techniques et différentes approches. Et est-ce que c'est le sentiment, par exemple, qu'à l'échelle locale, il y a une forme de nécrose de l'information, que aux baronnies politiques peuvent répondre des baronnies médiatiques qui ne sont pas particulièrement propices pour que ce journalisme-là s'ébroue et informe le public, qu'il soit local ou pas local, qui, dans un monde comme le nôtre, n'a plus beaucoup de sens d'ailleurs aujourd'hui? Alors cela dépend des zones. Il y a tout de même des journalistes qui essayent d'enquêter, qui essayent d'imposer bien sûr des informations dans leurs journaux. Mais oui, on a rencontré des journalistes à Lyon, dans de la presse écrite, qui se sentaient censurés, qui se sentaient auto-censurés et qui n'étaient pas satisfaits de leurs conditions de travail. Moi, quand je suis arrivée à Lyon il y a 4 ans, je n'avais pas envie de me retrouver dans ces ambiances de rédaction avec peu de liberté. Donc ça a été aussi un choix vraiment de dire je veux continuer à faire de l'information de qualité, je vais rester indépendante et la solution, ça sera dans ce collectif. Jesus, on passe du local à un pays, puisque avec Anneke nous parlerons de l'international et de l'interconnexion entre nous tous. Jesus, donc tu as fondé et tu diriges le site InfoLibre dans un pays qui a été je crois qu'on peut le dire, fracassé par la crise de la presse. Pourquoi avoir décidé de quitter les grands médias, dont les fondateurs d'InfoLibre auxquels vous apparteniez, pour créer cette aventure un peu folle, comme toute aventure de presse, qui est InfoLibre? Premièrement, cela me suscite une réflexion quand tu as dit que tu n'aimes pas le terme de journalisme d'investigation. Et je suis d'accord en fait. Parce que pour moi, tout le journalisme est un journalisme d'investigation. Ou alors ce n'est pas vraiment du journalisme. Ce que j'entends par là, c'est que le journalisme a besoin, selon comment on le considère, et nous partageons ce point de vue entre Mediapart et InfoLibre. Pour nous, donc, il faut un compromis avec les lecteurs avant quelque autre compromis que ce soit. Et donc, moi, je ne fais aucune distinction entre les domaines d'investigation. Je pense que tout le journalisme doit être un journalisme d'investigation, car il ne peut pas se limiter à ce que j'appelle la déclarationitique, c'est-à-dire quelqu'un dit, un politicien dit quelque chose, quelqu'un d'autre lui répond. Je veux dire, il faut sortir de ce concept du journalisme. Et donc c'est pourquoi il faut mener des enquêtes. Pourquoi avons-nous décidé, entre journalistes, de lancer InfoLibre? Eh bien, comme tu l'as mentionné, la situation des médias en Espagne est depuis très longtemps assez désastreuse, pour une raison fondamentale qui n'a pas eu lieu qu'en Espagne, mais dans d'autres pays également, c'est la perte de crédibilité. Si nous perdons notre crédibilité, si nous nous éloignons de l'intérêt des lecteurs, eh bien les lecteurs s'enfuient. Ils se sentent trahis. Pourquoi cela est-il survenu en Espagne plus qu'ailleurs? Eh bien, c'est parce qu'en Espagne, la presse traditionnelle, les grandes chaînes, les grands groupes de communication ont été très conditionnés. Premièrement, pendant la transition, ils ont donc été conditionnés à différentes positions politiques. Mais avec l'arrivée de la crise économique, la crise publicitaire et la révolution numérique, ce qui s'est passé en Espagne avec les grands groupes, c'est qu'ils se sont endettés jusqu'à ce que les créanciers de cette dette arrivent dans les comités d'administration de ces groupes, donc de grandes banques, de grandes entreprises, font maintenant partie des conseils d'administration des grands groupes.
Le groupe Prisas, par exemple, du journal El País, qui a été un journal de référence pendant toute la phase de transition démocratique en Espagne, eh bien aujourd'hui, les principaux investisseurs sont des fonds d'investissement vautours, des fonds vautours, donc des fonds spéculatifs, et des grandes banques et des grandes entreprises. Ce groupe de journalistes de différents médias, nous venions d'un point de vue de journalisme progressiste qui parlait au public. Et nous voulions faire quelque chose qui permette de garantir l'indépendance dès le début. Et c'est pourquoi la première chose que nous ayons faite, c'était de chercher hors d'Espagne quel modèle fonctionnait, quels compromis sont faits avec les lecteurs, quelle indépendance est assurée, et ce concept de journalisme rigoureux et de contre-pouvoir que nous partageons. Et c'est ainsi que nous sommes tombés sur Mediaport. Et donc nous nous sommes rendus à Paris pour rencontrer François, Edouard Plenel, Madeleine, etc. Et j'en profite pour vous féliciter pour ce 10e anniversaire. J'espère que vous durerez encore bien longtemps, car en Espagne, en France, c'est très important qu'il y ait ce type de journalisme, et en Espagne également. Voilà, j'en conclus aux applaudissements que soit vous êtes parfaitement bilingue espagnol, soit que la traduction marche très bien. Donc merci beaucoup Jesús. Évidemment, ce ne sont que les 10 premières années. J'ai quand même une petite question sur une sorte de particularisme espagnol. On a le sentiment, en tout cas d'où je parle, par rapport à la France, où quand nous mettons des informations sur la place publique, le relais par la société civile ne paraît pas toujours au rendez-vous en France. À savoir que nos informations n'existent en quelque sorte que par, évidemment, on essaye leur qualité, mais aussi leur réception et leurs éventuelles conséquences. Tu me diras si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'en Espagne, il y a une culture de l'appropriation de ces informations d'intérêt public qui perturbe des grandes causes. Le 8 mars, par exemple, la journée des droits de la femme, on était un exemple. L'Espagne a montré qu'il y avait des milliers, des centaines de milliers de personnes dans les rues. On peut manifester en Espagne contre la corruption. En France, il n'y a pas de manifestation contre la corruption. Est-ce que, d'un certain point de vue, Infolibre et d'autres aventures de presse nouvelles qui peuvent exister en Espagne sont des formes de réponse à une indignation, à une exaspération populaire auprès et à l'encontre de ce que tu décrivais par rapport à des journaux plus installés et aujourd'hui captés par des intérêts privés dont les premières prises de décision, c'est quand même de licencier des journalistes. Sí, yo creo que una de las razones por las que je crois qu'une des en su raisons momento, hace ya 5 años, lesquelles, decidimos poner en marcha Infolibre après, fue porque creemos que il y existe a maintenant esa 5 ans, donc nous avons lancé Infolibre. Et pourquoi nous l'avons fait? C'est parce que nous pensions qu'il y avait cette nécessité de lutter contre un facteur que vous connaissez très bien ici, mais qui en Espagne se multiplie. Ce problème, c'est la possibilité de convaincre les citoyens que le journalisme indépendant a une valeur démocratique, une valeur civique, qu'il est nécessaire, et de leur demander de payer un petit peu pour obtenir cette information. C'est très difficile en Espagne, on a vraiment du mal à le faire. On avance un petit peu, mais de manière très lente. Une autre question, c'est l'écho dans le débat public que certaines informations ou enquêtes peuvent ouvrir. Malgré ce que tu mentionnais, un des principes, valeurs partagées au sein de toute la presse à travers le monde, c'est la valeur de respecter non seulement les sources elles-mêmes, mais aussi les autres moyens, la concurrence en fait, qui pour révéler les informations et les relayer. Donc il est tout à fait nécessaire, de manière éthique, de citer un journal qui aurait fait une enquête. Eh bien cette obligation est de moins en moins respectée. C'est très rare que les journaux concurrents citent un journal original, et en particulier si c'est un média numérique qui ne s'inscrit pas bien dans leur logique. Je crois que chez Mediapart, vous êtes également confronté à ce problème. Il est vrai que quand les enquêtes acquièrent une certaine notoriété,
et qu'elle devienne indispensable pour les autres médias qui doivent relayer cette information pour travailler sur cette thématique, eh bien, ils sont obligés de citer le journal d'origine. Le chef anticorruption en Espagne, il y a un an par exemple, a dû démissionner car nous avons découvert que dans sa lutte contre la corruption, eh bien, il était responsable d'une société au Panama qui faisait partie de son patrimoine. Et donc, qu'on réagit toujours à des enquêtes à travers le monde. D'abord, il a tout nié en bloc. Ensuite, il a accusé les journalistes et le média en question d'être des menteurs, de le calomnier, etc. Mais quand petit à petit on a découvert ces mensonges, il a été contraint de démissionner. Et ceci n'arrive pas aussi souvent que cela devrait, mais cela survient quand même. Et donc je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans la société. Et on se rend compte que c'est de plus en plus important d'avoir un journalisme qui soit utile. Et en ce sens, j'estime que nous devons nous réjouir de voir que, en tout cas ce qu'on voit en Espagne et à travers l'Amérique latine, c'est qu'on voit que il y a donc ce travail pédagogique, si on veut, de convaincre les citoyens que le journalisme a une valeur, que avec la naissance de la révolution numérique, il y a pu avoir le lancement de ce respect de l'idée que la communication est utile à la vérité. Cette approche nous a conduit vers un véritable désastre et nous devons nous faire une autocritique. Je pense que nous avons mal travaillé. Les entreprises des médias ont très mal travaillé sur ce point. Et quand ces médias sont arrivés entre les mains d'investisseurs, eh bien c'est un véritable désastre. J'ai beaucoup d'espoir dans la force de la société civile. Et en effet, le 8 mars, ce qu'a été le mouvement féministe pour l'égalité, eh bien, les rues espagnoles ont été remplies, malgré que les principaux partis de droite qui sont au pouvoir et que les grands médias aient tenté de dénigrer ce mouvement et qui faisait un lien entre féminisme et communisme. Donc ils ne comprenaient même pas ce que signifiait le féminisme. La société civile, malgré tous ces obstacles qui l'empêchent d'obtenir une bonne information, eh bien, la société civile est forte et je crois qu'elle avance toujours. Aujourd'hui, cela survient encore avec les retraités en Espagne. Et je crois en France également. L'exemple du policier anticorruption qui avait des avoirs au Panama me rappelle vaguement l'histoire de ce ministre du budget qui était un fraudeur fiscal. Donc je vois à peu près de quoi tu peux parler, Jesus. Anneke, donc je disais, tu travailles pour le principal quotidien des Pays-Bas, NRC Handelsblad, et tu es ici un peu la porte-parole d'un consortium qui s'appelle l'EIC, le European Investigative Collaboration, qui est une plateforme de mutualisation d'enquêtes entre plusieurs médias européens à taille continentale, dont Mediapart est partie prenante. Vous avez déjà vu le logo et la signature de l'EIC dans nos enquêtes. Première question, Anneke. Au fond, est-ce que tu peux nous décrire à tous ceux qui nous écoutent physiquement, qui nous regardent dans l'autre salle ou même par le truchement des écrans, puisque nous sommes retransmis, quel est l'intérêt, au fond, puisque tout ça ne paraît pas évident, d'un journalisme collaboratif ? Et comment cela fonctionne dans des rédactions dont les lois internes ne sont pas les mêmes, dont les cultures journalistiques ne sont pas toujours les mêmes. Comment tout ça se noue et quel en est le principal intérêt d'après toi ? Il y a de plus en plus besoin de collaboration internationale. J'ai commencé donc il y a 2-3 ans, je crois, avec ce collectif, car dans notre pays, par exemple, de nombreuses enquêtes que nous menons
porte sur la fiscalité, l'évasion fiscale. Et donc, nous ne voulons pas nous limiter aux Pays-Bas, donc nous avons besoin d'aide à l'étranger. On peut le faire de façon ponctuelle, en trouvant un journaliste qui serait un ami en France ou où que ce soit. Mais le gros avantage d'avoir un consortium comme le IC, c'est qu'on peut se connaître, on a une culture commune dans notre façon d'enquêter et d'écrire nos enquêtes. Donc c'est important que nous nous connaissions bien, que nous connaissions quelle est l'expertise d'un journaliste ou d'un autre, de sa façon de travailler dans son média. We've done, I guess, 4 investigations together now, and working with the people from Mediapart has become like working with my own colleagues. And it's very important because you know what somebody's specialty is and what the focus of the medium is. For instance, a big difference between French journalism and Dutch journalism when it comes to financial issues is that et néerlandais quand on pense à la fiscalité, car nous pensons différemment For instance, la question de we did an l'évasion fiscale, par investigation exemple. with Nous avons Mediapart mené une enquête about avec Mediapart tax evasion by sur l'évasion football fiscale players through des a joueurs de Dutch football à trust travers office. un trust And this is all néerlandais. legal in the Netherlands, while Et tout ceci here, est légal en fait in aux Pays-Bas, alors France, qu'en France, it is considered tax celle-ci evasion est and money considérée laundering. comme So du it's very blanchiment d'argent et funny l'évasion to fiscale. Donc see c'est that vraiment things that intéressant we de voir can't que get a big audience for in the Netherlands des choses is qui actually very intéressent big in peu another country, and it aux makes Pays-Bas, it eh bien ça worth intéresse even beaucoup more. ailleurs. Et donc ceci donne de la valeur à notre travail. Et l'impact des entreprises, des enquêtes qui sont ignorées aux Pays-Bas peut avoir un grand impact à l'étranger. Et donc on se rend compte que notre travail a une vraie valeur dans ces cas-là. Décentrement qui nous permet de nous regarder avec les yeux des autres en quelque sorte, et vous avez vu ce que dit Anneke, c'est-à-dire ce qui est considéré comme légal ici est considéré comme criminel ailleurs. Évidemment cette problématique que nous avons très à cœur de documenter, qui est celle des évasions et des fraudes ou des optimisations fiscales, fussent-elles légales ou non, nous disent un peu toujours la même chose, à savoir que l'enrichissement d'un seul provoque irrémédiablement l'appauvrissement de tous, que ces faits-là ne sont pas simplement des espèces de tirs aux pigeons avec des gens connus, c'est de votre argent dont nous parlons, c'est de nos services publics dont nous parlons, c'est du patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et quand certains mettent de l'argent à l'abri d'un paradis fiscal, eh bien c'est un stéthoscope qu'on retire à un médecin, c'est des gilets pare-balles que l'on enlève à des policiers, c'est des cahiers que l'on déchire à des professeurs. Ça n'est ni plus ni moins que cela. Est-ce que, Anneke, il n'y a pas un avantage à ces enquêtes communes que nous pouvons faire? Alors, je dis certains noms, puisque ils ont traversé le débat public, comme les Football Leaks, vous l'avez peut-être entendu parler, les Malta Files ou d'autres, qui sont des enquêtes de l'EIC. Est-ce que l'un des avantages, ne crois-tu pas, réside dans le fait que, quand plusieurs journaux, grands journaux, décident de publier la même enquête avec les mêmes informations au même moment, ça nous permet de briser l'agenda de la communication des autres. C'est-à-dire de prendre la main sur le récit et la description du monde tel qu'il est, et de ne pas être prisonnier de ce que les gens au-dessus de nous ont envie que nous racontions. Yes, it's very strong formula. Oui, c'est une très bonne formule, je trouve. Par exemple, l'enquête que nous avons menée sur la Cour pénale internationale, si nous l'avions menée uniquement en tant que journal néerlandais, elle n'aurait pas eu autant d'écho que ce qu'elle a eu avec Der Spiegel en Allemagne, avec Mediapart en France. Et ça aurait été très difficile pour nous d'attirer l'attention de la Cour elle-même, qui est en fait en plus à La Haye, mais qui semble être sur une autre planète. Jesus ou Anneke, prenez les mots au vol comme des balles. Est-ce que vous avez le sentiment dans la pratique de vos enquêtes respectives qu'il y a un journalisme qui parfois se contente trop, et Jesus l'a déjà dit tout à l'heure, du déclaratif? C'est-à-dire qu'il suffit, prenons l'exemple
Daphné, des enquêtes dans la pédophilie dans l'Église, qu'on démente pour que les faits n'existent plus. À partir de ce moment-là, comment nous, petits artisans du réel tel qu'il est, nous pouvons contourner ces espèces d'injonctions qui sont faites, le démenti valant vérité, nous le connaissons tous dans nos enquêtes, comment on déjoue ces artifices qui sont parmi les pires ennemis et les pires adversaires du journalisme, donc du droit de savoir des citoyens, puisque c'est le mot-clé de la journée, le droit de savoir des citoyens. Alors c'est vrai que pour prendre l'exemple de l'enquête sur l'Église, en plus du démenti, on se heurtait aussi à autre chose qui est la prescription au niveau de la justice. Donc on était face à des victimes, des familles qui étaient face à un silence de l'Église, à un mode opératoire tacite d'exfiltrer des prêtres et quand les informations commençaient à fuiter, des démentis. Et au-delà de ça, certains ne pouvaient pas aller devant la justice puisqu'il y avait ce qu'on appelle la prescription. Donc, ils se sont tournés vers les journalistes. Et c'est en ça que notre métier est essentiel et qu'on peut aussi apporter, révéler des faits qui ne seront jamais reconnus par la justice ou par des institutions. Et voilà, nous, comment on a travaillé. On ne s'est pas arrêté à ces premières barrières. Après, voilà, ça a été tout un travail de longue haleine pour retrouver des rapports de police, des échanges de mails, les carnets de bord du cardinal Barbarin, tous ces éléments qui nous ont permis de révéler les faits. Carnet de bord, c'est une sorte de journal intime. Un journal intime, on appelle ça les diaires du cardinal, et c'est le journal intime où il consignait les informations qu'il avait par téléphone, par texto même parfois, ou des réunions qu'il avait. Et lorsqu'on a pu retrouver tous ces documents, qui concordait avec les témoignages des victimes, on a pu aller face à ces démentis, face à ce silence qui était tout à fait organisé. C'était vraiment un mode opératoire fait de non-dits qui avait lieu dans l'Église, et pas qu'en France, bien sûr. D'ailleurs, le silence et la mécanique du silence, c'était le titre d'un livre dont tu es l'une des co-auteurs, autrices, les deux peuvent se dire, je crois, sur le scandale de la pédophilie dans l'Église. Jesús, pourquoi, pour mener cette mission de l'information populaire, grand public, avoir choisi en Espagne cet espace du numérique? Pourquoi est-ce que c'est simplement pour des raisons financières, parce que le papier, qui est une vieille industrie, l'impression, la distribution, le papier en lui-même, tout ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que c'est simplement pour des raisons financières que tu as privilégié l'espace du numérique, ou est-ce qu'il y a un autre vertige qui a été suscité par le numérique qui apporte au journalisme d'enquête ce qu'il avait peut-être plus du mal à faire dans l'espace fermé d'une page d'un journal imprimé? Bueno, elegimos lo digital, pero no solo lo digital. Es decir, nosotros Donc, tout d'abord, nous faisons du numérique, mais pas seulement du numérique. Notre réflexion était de s'élever au-dessus du débat, de l'ancien débat sur le débat papier contre numérique. Je crois que ce sur quoi nous essayons de travailler, c'est sur l'existence du journalisme. Deuxièmement, on se pose la question si on travaille sur le numérique ou le digital, mais notre travail dans InfoLibre, ce que nous avons fait, c'est qu'on a lancé en même temps un mensuel papier que les membres d'InfoLibre reçoivent à la maison chaque mois, avec un autre type de lecture plus posée, avec des articles de qualité, par exemple faisant des chroniques qui s'intéressent à l'Amérique latine, par exemple. Mais c'était quelque chose de symbolique pour nous. Il nous semblait être judicieux d'accompagner le voyage que font beaucoup de personnes entre donc le papier et le numérique. Et moi, par exemple, personnellement, j'ai toujours mon iPad et mon agenda personnel. Et c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et le plus important, en fin de compte, c'est le contenu, et c'est l'indépendance, et c'est la rigueur. Que pouvons-nous faire pour que notre profession,
que je ne considère pas comme une mission purement vocationnelle. Je pense que c'est une obligation. Le problème, c'est que dans les grands groupes, où moi-même, comme d'autres collègues, avons travaillé par le passé, cette obligation était très difficile à respecter, car les enquêtes sur un sujet déterminé s'arrêtaient, ou étaient diluées, ou étaient repoussées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la liberté totale comme celle que nous avons aujourd'hui au sein d'Infolibre, de Mediapart ou d'autres, cette liberté d'avoir ce véritable dialogue entre les journalistes et les lecteurs. Je vais profiter en fait de cette réponse pour vous faire part d'une préoccupation. Dans l'ouverture de ce colloque, nous avons mentionné la post-vérité, les fausses informations, les fake news. Moi, ce que je trouve qui est un grand défi en tant que journaliste d'investigation sur le numérique, eh bien, ça me préoccupe beaucoup, parce que les fake news me préoccupent beaucoup, je m'inquiète beaucoup, et tout autant que les réactions du pouvoir face aux fake news en Espagne ou dans d'autres pays. On crée des organes politiques, autoritaires et des autorités qui sont consacrés entre autres à lutter contre les fausses informations. Il me semble que ceci occulte une intention de contaminer avec les fake news ce véritable journaliste d'investigation. Si on arrive à tout mettre en lien dans un même panier pour le présenter comme des fake news, eh bien, finalement, les enquêtes qui dérangent le pouvoir, qui le mettent à nu, eh bien, elles se retrouvent polluées par ces fake news. Et donc, il y a une intention politique derrière tout cela. Et ceci est un véritable défi important, je pense. Nous avons le meilleur outil possible avec le numérique pour faire le meilleur journalisme possible, car on sait que dans quelque enquête que ce soit, on peut apporter des documents, des textes, des témoignages, des images, des photos, on peut discuter avec des témoins qui rapportent encore plus d'informations. Et je sais que plusieurs membres du pouvoir essaient de salir un petit peu cette possibilité, de la polluer pour que les citoyens ne puissent pas bien être informés, qu'ils ne puissent pas être autonomes dans leur prise de décision. Et selon moi, c'est une des questions les plus préoccupantes à ce jour. Oui, parce que vous en entendez très souvent parler, il y a même un projet de loi en France de lutter contre les fake news qui évidemment est sur le papier, en tout cas dans la réflexion, personne ne va dire je suis pour le mensonge. Le problème étant de qu'est-ce qu'on met derrière le mot fake news. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence à le mensonge organisé, tel qu'on l'a pu le voir outre-Atlantique, ce que quand même le président de la première puissance mondiale a appelé les alternative facts, les faits alternatifs, qu'il revendique comme une vérité, ou plutôt qu'il relègue la vérité comme une sorte d'opinion comme une autre. Jusqu'à la prise de position dissidente. Est-ce que ça devient une fake news ou l'information, comme l'a dit Jesus, qui dérange? Nous sommes bien conscients à Mediapart des risques de comment, au nom d'une noble cause, on peut attaquer la liberté d'informer. Imaginez que la loi sur les fake news, telle qu'elle est préparée, existe et que nous retrouvions dans la situation du moment où nous avons révélé, pendant la campagne présidentielle de 2012, l'affaire du financement libyen de M. Sarkozy. Nous avons notamment révélé un document qui avait échappé au bombardement, qui venait des archives du régime Kadhafi, document qui stipulait un accord de financement pour la campagne électorale de 2007 entre ici la dictature de M. Kadhafi et là la France du candidat de M. Sarkozy. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy ayant taxé notre document de faux grossier, toute la classe politique prenant le pas sur les brisées de l'ancien président, une partie non négligeable, pour ne pas dire quasi totale, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, du système médiatique en fit autant, nous étions une fake news. À ce moment-là, nous étions une fausse nouvelle. Il a fallu 3 ans d'une enquête judiciaire extrêmement, plus de 3 ans, pointilleuse, avec l'audition de diplomates, de militaires, de gens des services de renseignement français ou libyens, d'expertise, parfois d'une technicité que moi j'ai découvert à la faveur de ce dossier pour dire que le document était authentique.
Et aujourd'hui, il y a une enquête judiciaire sur cette affaire qui est de loin, pour nous, je crois, le scandale d'État le plus important que nous ayons eu à révéler, puisque des soupçons de corruption va jusque, vous le savez, en mars 2011, le déclenchement de la guerre, dans des conditions qui interrogent aujourd'hui. Ça me revient à la question, Anneke ou Daphné, sur le numérique. Est-ce que l'une ou l'autre, dans la pratique de votre métier, puisque vous écrivez aussi bien pour le site de la NRC que pour le journal imprimé, Daphné, tu collabores, outre Mediapart, à de nombreux autres médias, est-ce que vous avez découvert une sorte de particularité du numérique qui a aidé le journalisme d'enquête ou au contraire l'a réfréné, lui a posé des problèmes, des embûches, l'une ou l'autre comme vous voulez? Daphné. Alors, je vais rester sur cet exemple de l'enquête sur l'Église. Bon, vous savez, en France, on était très en retard sur la révélation des affaires d'abus sexuels au sein de l'Église. On est venu bien après les États-Unis, bien après l'Europe du Nord. Et tout de suite, nous, au début de notre enquête, on nous disait vous voulez taper sur l'Église catholique. C'était vraiment la réflexion des personnes, mais même dans notre entourage. Hein, je jette le blâme sur personne. C'était juste quelque chose de très intestin, un réflexe presque qu'on avait, enfin, pas nous dans notre enquête, mais qu'autour de nous, on avait. Face à cette réaction, on ne nous accusait pas de sortir des fake news parce que tout était bien documenté et que il y avait en fait une sorte de déni un petit peu au début de notre enquête. On l'avait ressenti comme ça. Et on a réussi à répondre à ça par tout le travail de données qu'on a fait. Et ça, c'est grâce au numérique. Alors nous, on a fait pendant 1 an, on a rassemblé des données un peu à l'ancienne sur des tableurs Excel, mais grâce... Comme dans Spotlight. Hein. Un peu. Vraiment, si vous avez vu le film Spotlight, ce qu'a fait Daphné et ses amis, c'est vraiment la même chose. C'est vrai que ça ressemble beaucoup et on n'a pas voulu recopier, mais c'est vraiment... ça a sensibilisé l'opinion, ce film, et puis on a dû avoir recours aux mêmes méthodes pour comprendre combien de prêtres ou de religieux ou de laïcs l'Église avait caché. Et donc, grâce à ce travail de données, qu'on a ensuite mis en forme dans ce qu'on a appelé la galaxie du silence sur Mediapart, là, on a vu un impact. Là, il y avait des chiffres, il y avait des cartes interactives, des schémas, et j'ai trouvé que ça avait été un moment un peu comme un tournant aussi dans l'enquête. À partir du moment où on a sorti les chiffres, c'est vrai qu'il y a eu un raz-de-marée médiatique aussi autour de ces chiffres, et comme si on apportait une preuve, pas scientifique, je n'oserais pas, mais voilà, des données qui n'existaient pas encore. Et ça, c'est grâce au numérique, vraiment. Anneke, toi qui es à la fois dans le journal papier, à la fois sur le site de la NRC, qui voit ce bousculement du numérique perturber le vieux modèle de la presse imprimée, est-ce que tu lui trouves à cet univers de l'horizontalité numérique un charme, un attrait particulier dans la pratique du journalisme d'enquête et de la révélation? Je pense que l'ère du numérique nous aide énormément dans notre travail d'investigation. Prenez l'exemple du travail que nous menons à bien au sein du journal NRC. Nous nous intéressons à des viviers d'informations dans lesquels nous pouvons puiser car ils sont disponibles sur Internet et nous pouvons transmettre ces informations puisqu'elles sont disponibles en ligne. Il n'y a pas de différence entre le journal papier, je pense, et le journal numérique. Mais l'impact aujourd'hui est différent. Prenez l'exemple de l'enquête portant sur la Cour pénale internationale. Nous avons beaucoup hésité. Au départ, nous nous demandions quel serait l'impact, car nous savions que lorsque la Cour pénale internationale est remise en cause, elle a tendance à maintenir le silence. Nous pensions que cela allait aider les ennemis de la Cour. Il y a eu des réactions sur Twitter, sur Facebook. Ce que nous avons observé, c'est que les principales réactions provenaient des personnes qui souhaitaient que la Cour échoue. Des personnes au Kenya, par exemple, qui pensaient que cette Cour était un instrument néocolonialiste qui souhaitait détruire leur pays. D'une certaine manière, ce que nous devions prouver, c'est que... Donc, d'une certaine manière, il y a des personnes qui ont permis à la Cour de lancer sa propre enquête afin que la Cour puisse faire le ménage, ce que la Cour n'a pas encore fait. Donc, comme vous pouvez le voir, l'ère numérique peut parfois également amplifier la voix des ennemis.
Alors c'est quelque chose d'inéluctable. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas mener à bien l'enquête, mais c'est un résultat que nous ne souhaitons pas, bien entendu. Il y a eu, quand on avait révélé ce qu'on appelait les secrets de la Cour, c'était un peu tout un tas de compromissions au sein même de la Cour pénale internationale, qui est un magnifique instrument, évidemment, de pouvoir poursuivre et condamner le crime des crimes, crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. Et c'est évidemment des réflexions toujours compliquées dans le journalisme d'enquête, de se dire que nous allons révéler des informations que nous considérons évidemment d'intérêt public, mais dont peuvent se saisir les pires ennemis, nos pires ennemis, c'est-à-dire ceux de la démocratie, ceux qui peuvent être des criminels de sang. Mais c'est bien l'objet même de notre métier. Je rappelle juste pour l'intelligibilité du débat et la compréhension de ce qu'est le journalisme tel qu'il est consacré par la plus haute juridiction à l'échelle européenne, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une justice supranationale à laquelle nos pays doivent se conformer, dit que tout ça date de 1976, donc c'est quand même assez vieux. Depuis 1976, dans un arrêt célèbre qui s'appelle l'arrêt Handisai, dit que le journaliste peut heurter, choquer, voire inquiéter tout ou partie d'une population. Donc voilà, nous, de fait, on n'est pas là pour être les fournisseurs de bonnes nouvelles, même si nous ne sommes évidemment pas que là pour faire du tir au pigeon ou ne pas aussi montrer quelles peuvent être les promesses d'un monde fait de solutions. Et j'en viens donc à la dernière question. Il nous reste un petit quart d'heure, la dernière thématique. Puisque le journalisme d'enquête a vocation à créer du désordre, du bon désordre, celui dont Patrick Boucheron parlait tout à l'heure, le désordre qui nous oblige à ne pas être d'accord avec nous-mêmes, à faire la part des choses entre nos convictions qu'on chérit et puis les faits qui parfois les perturbent, qui remettent en question des discours établis, qui s'attaquent à des gouvernements, des États, des services de renseignement ou d'autres. Tout cela provoque des crispations, notamment de certains nombres de gouvernements. Et je voulais vous questionner d'où vous êtes, l'une et l'autre, sur la censure, sur les tentatives d'empêcher le journalisme. En Espagne, par exemple, Jesus, est-ce que tu assistes, tu vois des tentatives nouvelles, des formes de nouvelles censures pour contraindre le journalisme quand il est cet apporteur de nouvelles que certains disent mauvaises, que je pense être évidemment, comme nous tous, d'utilité démocratique. Quel est le paysage espagnol vis-à-vis de cela ? Eh bien, la situation est tout à fait alarmante. Elle est très préoccupante car au cours de ces dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir du Parti populaire, le Parti populaire a légiféré de manière permanente afin de limiter encore et encore la liberté d'information. Il y a une réforme du code pénal, par exemple, qui a augmenté les peines et les amendes qui s'appliquent. La calomnie, par exemple, l'injurie, l'atteinte à l'honneur, etc. L'injure. Hier, par exemple, une juge a décidé d'imposer une amende à un journal satirique en raison d'une caricature. Et c'était un torero. Ce n'était même pas le président du gouvernement, c'était un torero. Elle a décidé, cette juge, d'imposer une amende qui va sans doute provoquer la fermeture de ce journal satirique. C'est un journal satirique extrêmement populaire en Espagne. Et d'autre part, il y a des peines de prison. Des rappeurs, des musiciens, des blogueurs ont été condamnés à des peines de prison. Pourquoi? Car ils ont fait des déclarations. Je pense que nous ne serions peut-être pas d'accord avec ce qu'ont dit ces personnes. Ce sont sans doute des propos déplacés, de mauvais goût, mais nous savons très bien que la liberté d'expression, elle est mise à rude épreuve précisément lorsqu'elle parvient à ses limites. Non pas lorsqu'elle se contente de courtiser le pouvoir. Donc ce que l'on observe en Espagne, c'est que les décideurs politiques essayent de restreindre le droit à l'information et la liberté d'expression des citoyens, et donc des organes de presse. Lorsque l'on parle de censure, par conséquent, je pense que nous devons garder deux choses à l'esprit. Tout d'abord, il y a les obstacles que les autorités publiques imposent
aux médias afin d'éviter que certains scandales soient révélés. Le pouvoir, aujourd'hui, utilise également les fake news. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a eu un débat en Espagne sur le système, sur le régime de retraite. Des centaines de milliers de retraités sont descendus dans la rue. Qui a commencé à utiliser les fake news? Eh bien, c'est précisément le gouvernement. Le gouvernement a ouvert un débat en partant d'un postulat. Le gouvernement a dit « le régime de retraite n'est pas viable ». Ou en tout cas, il est difficilement viable. Par conséquent, il faut légiférer, et ils l'ont déjà fait, afin de réduire les retraites progressivement, afin que la pression démographique ne rende pas le système intenable. Le pouvoir utilise des informations, des informations financières notamment, qui sont fausses. Et l'une des missions fondamentales des journalistes indépendants, c'est précisément de démontrer que ces informations ne sont pas vraies. Et qu'il y a d'autres informations qui sont vraies et qui sont dissimulées. Ça, c'est fondamental. L'autre censure, qui est tout aussi, voire encore plus dangereuse, c'est l'autocensure. L'autocensure des journalistes eux-mêmes, des rédactions, en raison de la pression imposée par les rédacteurs en chef ou en raison des conditions de travail précaires des journalistes, en raison donc de la précarité de la profession de journaliste. D'ailleurs, cela ne concerne pas seulement les journalistes, mais pour ce qui est des journalistes, lorsque vous n'avez pas une sécurité de travail, lorsque vous ne bénéficiez pas de droits collectifs, lorsqu'il n'y a pas de syndicat, eh bien, il y a une autocensure. Les journalistes se disent pourquoi est-ce que je vais me mettre à mettre en avant ces informations si je vais déranger précisément ceux qui me paient, ceux qui me versent un salaire, alors que je ne sais même pas si je pourrais joindre les deux bouts. Et ça, c'est ce que l'on observe de plus en plus en Espagne. Donc, entre la censure, l'autocensure et les fake news, et l'utilisation par les autorités publiques des fake news pour contaminer le reste des informations, la situation est très alarmante. Voilà pourquoi nous devons essayer de faire part de ces préoccupations avec nos lecteurs. Et dernier commentaire, je souhaiterais rebondir sur ce que tu as dit sur la relation entre les médias numériques et les lecteurs et les autres journalistes. Ça, c'est le facteur clé aujourd'hui. Il est absolument fondamental que les lecteurs qui se tournent, qui misent sur une presse libre et indépendante et qui lui accordent de la valeur, les lecteurs doivent accepter qu'on ne leur donnera pas toujours raison. Ce qu'ils vont lire ne seront pas toujours des informations avec lesquelles ils seront d'accord. Au sein d'InfoLibre, c'est quelque chose qui nous arrive. Par exemple, prenez l'exemple du conflit en Catalogne. Il y a des abonnés qui affirment que nous sommes trop indulgents avec les indépendantistes. Et à l'inverse, il y a des abonnés qui estiment que nous sommes trop nationalistes. Ou il y a des abonnés qui nous reprochent d'être trop critiques avec le Parti socialiste ou d'être trop critiques à l'encontre de Podemos. Il faut établir des liens de confiance. Et c'est ça, c'est précisément l'inverse du sectarisme. Et le sectarisme, selon moi, c'est l'un des maux de nos démocraties aujourd'hui. On connaît un peu ça aussi. Mediapart en France. Anneke, même si j'ai un peu la réponse à ma question, puisque je connais un peu le fonctionnement de l'EIC, est-ce que les enquêtes que nous avons menées avec l'EIC nous ont montré qu'il y avait eu des tentatives de censure de notre travail, et j'ai notamment le souvenir, et si tu peux peut-être nous en parler, de ce qui s'est passé justement en Espagne, mais aussi, je crois, en Allemagne, mais aussi en Angleterre, pendant les Football Leagues. Ça en dit parfois long sur les risques qu'il peut y avoir sur la liberté d'informer, y compris dans des grands pays démocratiques qui sont dans ce vieux continent qui est l'Europe. Oui, tout à fait. Ça, c'est le pouvoir, le potentiel d'un réseau. Avec les Football Leagues, il y a eu des tentatives d'interdiction de publication en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Mais ce qui était assez drôle, c'est que les cabinets d'avocats qui ont émis ces injonctions ont obtenu gain de cause auprès des juges. Ceci étant dit, les autres pays pouvaient continuer à publier.
Donc, ce scandale n'a pas été enterré et son impact a été tout aussi puissant. Lorsque vous travaillez au sein d'un réseau, vous êtes à l'inverse aussi plus vulnérable à la censure. Pourquoi? Eh bien, par exemple, l'ancienne procureure générale de la CPI, l'ancien procureur général de la CPI essaye de nous poursuivre auprès des tribunaux anglais qui sont les plus stricts en matière de liberté de la presse, alors même que je ne travaille pas en Angleterre. Et pourtant, ce procureur général essaye de me traîner devant un tribunal angleterre. Donc c'est à double tranchant. Merci beaucoup. Pour cette deuxième table ronde, on va poursuivre et peut-être juste avant de vous quitter, cette phrase que l'on prête souvent à George Orwell et qui, je crois, définit si bien le journalisme d'enquête et le journalisme tout court, qui consiste, disait-il, à publier des informations que d'autres ne voulaient pas voir être publiées, car le reste n'est que relations publiques. Merci beaucoup et on continue.